La maîtrise temporelle est devenue un enjeu majeur pour les managers et les leaderships d'aujourd'hui. Maîtriser le temps est une utopie. Le temps s'écoule, quoi qu'il arrive. Mais ce qui est de plus en plus problématique, c'est ce sentiment d'accélération permanente, le sentiment d'être tout le temps sous pression, de passer son temps à agir dans l'urgence. Dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques outils, quelques pistes pour diminuer la pression temporelle. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis 15 ans des entreprises, des dirigeants, des managers à pratiquer un management plus serein et plus efficace. Téléchargez ma masterclass pour découvrir les voies naturelles du leadership, réfléchir à votre pratique et commencez-vous aussi à éprouver plus de confort. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cela soutient mon travail et donc me fait plaisir et vous permet également d'être au courant des nouvelles vidéos que je publie régulièrement. Vous l'avez remarqué ? Le temps s'accélère. Alors, il y a une réalité qui est malheureusement le vieillissement. Lorsque l'on a 5 ans, une année, c'est un 5e de vie. Lorsque l'on en a 50, une année, c'est un 50e de vie. Ça passe très très vite. Donc c'est vrai que le temps s'accélère, d'autant plus que plus on avance en âge, plus on remplit sa vie d'activité. Et par ailleurs, c'est Hartmut Rosa, un sociologue allemand, qui a théorisé l'accélération de notre monde contemporain en rappelant que plus on cherche à optimiser le temps et plus on a le sentiment d'en avoir de moins en moins. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on optimise, on va faire plus vite des tâches qu'on faisait plus lentement. Du coup, on se dit, on gagne du temps. Oui, mais ce temps qu'on a gagné, on le remplit à nouveau d'autres tâches, qu'on optimise encore, ce qui fait qu'à la fin de la journée, on a accumulé un nombre de tâches considérable. L'exemple qui prend et que je vais vous donner est celui du courrier. Avant, on rédigeait une lettre, on l'écrivait à la main, des fois à la machine, on la postait, elle arrivait, etc. Si vous receviez une dizaine, une vingtaine de courriers dans la journée, c'était bien le grand maximum et vous aviez une vraie temporalité pour le traiter. Lorsqu'on a inventé le mail, ça a accéléré et donc optimisé cette manière d'échanger. Mais si nous avions eu le même volume de courriers à traiter, là nous aurions eu une vraie optimisation. Le vrai problème, c'est qu'à l'heure actuelle, un cadre moyen reçoit entre 300 et 400 mails par semaine. C'est considérable et ça accroît le sentiment d'être enseveli sous un nombre de tâches croissantes. Et c'est une réalité. La suroptimisation du temps a tendance à accroître notre pression. Je vais vous donner 4 pistes pour commencer à faire diminuer un petit peu ce sentiment de pression. Je vais vous conseiller dans un premier temps d'arrêter de travailler sur la base de la deadline. Et pour ça, je vais vous rappeler d'où vient le terme deadline. On considère qu'il a émergé au moment de la guerre de sécession aux États-Unis. Une guerre qui manquait de financement, où il y avait beaucoup de prisonniers et ils n'avaient pas la possibilité de construire des baraquements. Alors ils mettaient les prisonniers sous des tentes et puis ils traçaient une ligne, vous savez, avec le talon dans la terre, une grande ligne autour de la tente ou des tentes, et puis on mettait des soldats qui étaient des snipers et toute personne qui franchissait la ligne était automatiquement abattue. C'était donc une deadline, au sens strict du terme. Ce terme est passé dans le monde professionnel via l'imprimerie, puisque cette guerre a beaucoup été couverte par l'imprimerie. La deadline est devenue la ligne à partir de laquelle on ne peut plus mettre des caractères pour impression, sinon c'est pas imprimé sur le papier. Et puis comme c'est un milieu qui est très sujet à la pression temporelle, justement, parce qu'il faut pouvoir imprimer pour pouvoir livrer, eh bien la deadline est devenue la ligne temporelle à ne pas dépasser. À l'heure actuelle, on travaille tous dans une confusion de deadline. Dès qu'on pense à un projet, on met une deadline. Et puis tout le monde en a. C'est une cacophonie de deadline, alors qu'en réalité, il y en a assez peu. Et je vais donc vous demander de faire cet effort, de réfléchir à quelles sont mes réelles deadlines, quelles sont mes réelles limites temporelles que je ne peux pas changer ou déplacer parce qu'elles auront un impact majeur sur l'activité. Et contentez-vous de fixer celles-ci. Toutes les autres ne sont pas des deadlines, sont des perspectives temporelles qui peuvent se négocier, qui peuvent se déplacer, qui peuvent se raccourcir parfois ou se rallonger. Essayez d'apprendre à travailler sur les quelques deadlines qui sont réelles et à remettre de l'espace, à remettre de la perspective temporelle sur toutes ces autres actions qui ne sont absolument pas nécessaires à placer dans ce principe du délai limite. Deuxième principe, qui est le corollaire de la deadline, apprenez à prioriser. Car bien sûr, vos deadlines réelles sont probablement vos activités soit les plus urgentes, soit les plus importantes. Vous allez pouvoir prioriser en fonction de ça.
Et quoi qu'il arrive, il va falloir, pour tout le restant de votre activité, prioriser en fonction de la loi de Pareto, le 80-20. Concentrez-vous sur les 20% d'actions qui auront les 80% d'effets principaux. Et apprenez à structurer vos semaines, vos journées en fonction de ces objectifs prioritaires. Le reste se fera peut-être bien, moins bien, on verra. Et c'est la troisième piste. Apprenez à élaguer. Si vous voulez innover, mettre en place de nouveaux systèmes, faire de nouvelles choses, il y a un moment où il faut bien évacuer. Le vase ne peut pas être rempli continuellement. Si vous voulez pouvoir continuer à ajouter des choses, il faut pouvoir élaguer et en enlever certaines. J'utilise le terme élagage parce que c'est vraiment comme pour un arbre. Il faut pouvoir couper certaines vieilles branches pour permettre aux nouvelles pousses d'exister. Régulièrement, faites cette revue d'élagage. Il y a une part des choses que vous allez réaliser avec un degré d'expertise et de perfectionnisme auquel vous ne pourrez pas déroger. Et probablement qu'il s'agit des 20% de la loi de Pareto que j'ai citée précédemment. Il y aura une partie de votre activité qui sera faite, plus ou moins bien. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ce soit fait. Et puis, il y aura une partie de votre activité qui sera peut-être franchement non réalisée, avec un impact qui, au final, ne sera peut-être pas si important que ça. Ou si l'impact est majeur, vous avez identifié une zone de souffrance, une zone de danger dans les process, dans le travail collectif, et ça va être intéressant d'y réfléchir collectivement. Si c'est quelque chose de très important, qui a un impact, mais que vous n'avez pas le temps de réaliser, il faut repenser à votre priorisation. Il faut modifier la méthode de travail collectif pour faire revenir ça à un niveau plus important. Mais la plupart du temps, ça finit par disparaître. C'est tout à fait valable pour le flux de mails. Il y a une part des mails que vous recevez qui sont absolument importants parce qu'ils vous sont destinés et que vous allez devoir les traiter. Mais il y a toute une part de vos mails qui sont là un peu pour info, un peu en copie et qui n'ont aucune forme d'importance. Laissez-les couler. N'ayez aucune crainte d'avoir un flux continu de mails non gérés dans votre boîte, tout simplement parce que si réellement c'est urgent et important, rassurez-vous, les gens vont venir vous voir ou ils vont vous appeler. Ça reviendra par la bande à un moment donné. Donc faites-vous confiance. Priorisez, élaguez, concentrez-vous sur les uniques zones d'importance, d'urgence et sur les quelques deadlines réelles qui existent dans votre activité. Quatrième conseil, essayez de ne pas travailler en permanence en fonction de votre objectif. C'est chez nous une déformation culturelle. Et j'utilise en conférence cette image de la voie de l'arc, qui est un art martial japonais, le Kyudo. Dans cet art martial, l'objectif n'est pas de mettre la flèche dans le mille. Alors que nous, si on pense arc, la première chose à laquelle on pense, c'est au mille et au fait de devoir mettre au centre. Non, cet art martial a pour perspective de travailler le meilleur des gestes possibles, la meilleure pratique possible pour utiliser son arc, avec pour conséquence le fait que si le geste est optimum, on mettra dans le mille. Mais ce n'est qu'une conséquence, c'est une autre manière de voir les choses. Et c'est très intéressant d'essayer de réapprendre à travailler selon ce mode-là, de ne pas toujours travailler en fonction de l'objectif, mais travailler aussi dans le plaisir de la séquence de travail et dans la perfection de la séquence de travail. Ça peut se faire individuellement et ça peut se faire collectivement. Au lieu de travailler avec pression en pensant à la deadline, travaillons avec plus de détente en pensant au plaisir d'une réalisation qui est faite avec qualité et avec une qualité qui ne cesse de s'améliorer. Et ça aura pour conséquence une certaine optimisation, mais une optimisation qui se sera faite sur la base de la satisfaction, du travail fait collectivement et non pas sous la pression d'une réalisation qui doit se faire à toute vitesse. Voilà les quelques conseils que je pouvais vous donner pour pouvoir commencer à percevoir différemment la dynamique temporelle. J'ai créé une conférence qui s'appelle « Étirer le temps », qui fonctionne beaucoup, que je présente en entreprise, que je peux aussi présenter à distance, en visio, et qui a pour objectif de vous aider à appréhender différemment la perspective temporelle, à sortir du temps des montres dans lequel on se sent complètement enfermé. Si cette vidéo vous a plu, signalez-le en likant et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir d'autres conseils en leadership et en management. À très bientôt.